L'ours russe a perdu sa morsure. Il fut un temps où une seule décision à Moscou pouvait faire flamber les prix du gaz et ébranler les marchés boursiers du monde entier. Aujourd'hui, cette époque disparaît vite. Autrefois pilier de l'énergie et des matières premières mondiales, la Russie n'est plus la pierre angulaire du système mondial. Que se passe-t-il quand une puissance perd son emprise ? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi l'économie mondiale se détourne de la Russie. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie semblait condamnée économiquement. En moins de 10 ans, la richesse en ressources a fait de la Russie un acteur clé mondial. La transformation économique a été brutale et douloureuse. Boris Yeltsin a introduit des choses que la plupart des citoyens soviétiques n'avaient jamais vues auparavant. Prix fixés par le marché, privatisation des entreprises publiques, ouverture commerciale et réforme juridique sur la propriété privée et le droit commercial. Ces mesures visaient à accroître l'efficacité et attirer des investissements étrangers, jugés essentiels à la relance. Le chaos a suivi la suppression des contrôles des prix soviétiques, entraînant une hyperinflation au début des années 1990. En 1992, l'inflation a atteint des milliers de pourcents par an. L'économie s'est contractée et le produit intérieur brut de la Russie a diminué d'environ 40% entre 1991 et 1998. Et ce, malgré ses abondantes ressources naturelles, sa main-d'œuvre et sa base industrielle. Plusieurs raisons expliquaient ce déclin. Privatisation hâtive, entreprises d'État bradées et système bancaire et juridique faible, loin des progrès économiques. En outre, les tribunaux et comités de régulation chargés d'appliquer les contrats et pratiques commerciales étaient faibles. Cela a créé un environnement instable où la corruption régnait en maître. Après les bouleversements des années 1990, le début des années 2000 a marqué le rebond de la Russie. Les prix mondiaux du pétrole ont grimpé en flèche et d'autres matières premières exportées par la Russie ont également augmenté. Le pays a accumulé d'importantes réserves de devises et utilisé les profits de l'énergie pour rembourser une grande part de la dette extérieure héritée de l'Union soviétique. Les ressources énergétiques comptaient pour environ 80% du produit intérieur brut russe à l'époque. À son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine a réformé la fiscalité et maîtrisé l'inflation pour stabiliser le budget. Les liens commerciaux ont progressé. En 2008, l'Union européenne comptait pour plus de la moitié du commerce extérieur russe. L'énergie est restée centrale. L'Union européenne important 185 millions de tonnes de pétrole brut russe en 2007, ainsi qu'environ 100 millions de tonnes d'équivalent pétrole en gaz naturel. La Russie n'était pas seulement un fournisseur, elle était un gardien. Moscou détenait un pouvoir énorme, non seulement sur les prix, mais aussi sur les décisions géopolitiques et stratégiques à travers le continent. La possibilité de réduire l'approvisionnement ou d'augmenter les prix permettait au Kremlin de plonger les marchés européens dans le chaos d'une seule décision. L'agriculture restait également importante pour le succès économique russe. Les exportations russes de blé et d'engrais étaient considérables. L'avantage des prix résultant de coûts de production plus bas, combiné à un rouble affaibli, a contribué à consolider le rôle de la Russie en tant que fournisseur mondial. La Russie figurait aussi parmi les principaux producteurs mondiaux de blé, d'engrais, de nickel et d'autres métaux clés. Sa domination sur des métaux comme le palladium, utilisé dans l'automobile, les piles à combustible, la joaillerie et l'électronique, était particulièrement marquante. Mais toute cette croissance avait des contreparties. La dépendance énergétique de la Russie la rend vulnérable aux baisses du pétrole, sanctions et évolution de la politique mondiale. La santé budgétaire du pays dépendait des ventes de pétrole et de gaz et d'une forte demande étrangère. D'autres secteurs, tels que l'industrie manufacturière hors pétrole et gaz, les biens de consommation et les services, étaient en retard de développement. La richesse énergétique détournait l'attention et faussait les incitations à une industrialisation plus large. Corruption, faible application des lois et développement régional inégal ont accentué les vulnérabilités structurelles. Malgré sa montée rapide, la stratégie russe paraissait efficace. Exploiter les ressources naturelles, investir les profits pour stabiliser l'économie, renforcer l'armée, et accroître l'influence géopolitique. Longtemps, cela a suffi à faire croire à l'économie mondiale que la Russie était indispensable. Alors, que s'est-il passé ? Sur l'énergie, l'Europe avait une vérité simple et risquée. Moscou tirait les ficelles. En 2021, la Russie fournissait près de la moitié du gaz naturel importé par l'Union européenne, surtout via de grands gazoducs comme Nord Stream, Yamal, fermés en 2022, et Turk Stream. Après l'invasion de l'Ukraine et les sanctions, l'Europe a vite modifié ses pratiques commerciales et ses sources d'énergie. Aujourd'hui,
Au lieu de couvrir près de la moitié de ses besoins en gaz avec la Russie, la part des importations de gaz russe de l'Union européenne a chuté pour atteindre les bas pourcentages à 2 chiffres, voire un seul chiffre. L'Europe est devenue indépendante du gaz russe en quelques années seulement. Comment a-t-elle opéré ce découplage si rapidement ? La réponse peut être attribuée à 3 facteurs. La réduction de la demande, l'approvisionnement alternatif et la transition énergétique. Les Européens ont réduit leur consommation de gaz après le choc de 2022 sous l'impulsion des gouvernements et des entreprises pour plus de sobriété énergétique. Les industriels ont optimisé leurs processus, les réseaux électriques ont choisi des productions plus efficaces et les ménages ont isolé leurs logements ou changé leurs habitudes de chauffage. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de gaz en Europe a baissé entre 2023 et 2024, les renouvelables ayant partiellement remplacé l'électricité fossile. Avec une demande plus faible, l'Europe avait besoin de moins de gaz et pétrole russe et a vite réorienté ses approvisionnements. Les importations de gaz naturel liquéfié ont fortement augmenté. Des méthaniers venus des États-Unis, du Qatar, d'Algérie, de Norvège et d'autres pays ont compensé la baisse des livraisons par gazoduc. En 2024, près de la moitié du gaz naturel liquéfié importé en Europe venait des États-Unis. Ce pivot transatlantique a transformé le mix gazier de l'Europe, passant d'une dépendance au gazoduc à une flexibilité mondiale, un changement qui rend les coupures politiques soudaines beaucoup moins paralysantes. Troisièmement, les investissements dans les énergies renouvelables ont fortement augmenté en Europe. Les gouvernements ont utilisé la crise énergétique pour booster les investissements dans l'éolien, le solaire et l'efficacité énergétique. Des politiques et fonds d'urgence ont accéléré les autorisations, la modernisation des réseaux et le déploiement des batteries. Les énergies renouvelables couvrent désormais une plus grande part des besoins auparavant assurés par le gaz. L'Agence internationale de l'énergie souligne que l'essor de l'électricité à faible émission de carbone a été déterminant dans la baisse de la demande de gaz en Europe jusqu'en 2024. Ces 3 tendances ne sont pas isolées. Elles se sont renforcées mutuellement. La baisse de la demande a réduit l'écart à combler pour les nouveaux fournisseurs. Le gaz naturel liquéfié non russe a diminué la volatilité des prix et la dépendance qu'au gazoduc. Grâce à la volonté politique, les projets d'énergie propre ont reçu financement et soutien public. Cependant, cette reconfiguration a aussi exigé une forte montée en puissance et des coûts initiaux élevés. La construction ou reconversion de terminaux gaz naturel liquéfiés, la signature d'accords à long terme avec des fournisseurs distants et l'accélération des projets d'énergie renouvelable ont exigé d'importants capitaux et un large consensus politique. L'Union européenne et ses États membres ont dépensé des milliards pour sécuriser l'approvisionnement hivernal, subventionner le stockage et garantir des projets d'infrastructure. Ces coûts ont été pénibles à court terme, mais l'assurance contre un fournisseur hostile était jugée justifiée. La Commission européenne veut cesser toute importation de gaz russe d'ici fin 2027 pour des raisons économiques et géopolitiques. Cela nous amène à la grande question. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'influence de la Russie sur l'Europe ? La réponse directe est qu'elle diminue rapidement. Si l'Europe diversifie ses fournisseurs et réduit la demande via politiques et technologies, la Russie perd son levier énergétique. Le pétrole russe n'est pas exclu, il est encore exporté vers l'Asie et maintient certains liens bilatéraux. Mais Moscou ne peut plus influencer de façon fiable les économies européennes via les pipelines. Mais les problèmes économiques de la Russie vont bien au-delà de l'Union européenne. De nombreuses autres régions du monde ont tourné le dos à la Russie, et cela leur réussit plutôt bien. Avant 2022, le pétrole, les métaux et les engrais russes touchaient presque tous les continents. Les pays achetaient les matières premières russes pour leur abondance et leur faible coût. Après l'invasion de l'Ukraine, sanctions et changements de marché ont poussé les acheteurs vers d'autres alternatives. Malheureusement pour la Russie, ils les ont trouvées. Autrefois, le pétrole brut russe représentait environ 10% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Aujourd'hui, cette part a diminué, car les producteurs d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient ont augmenté leur production. Les États-Unis ont atteint un record de 134 millions de barils jusqu'au jour en août 2024. Pendant ce temps, le Brésil et le Guyana ont augmenté leur production offshore dans l'Atlantique. En Afrique, de nouveaux investissements en Angola, au Nigeria et en Namibie ont accru la capacité, offrant aux raffineurs des alternatives aux puits de Sibérie. Même le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan ont augmenté leurs expéditions vers l'ouest via des oléoducs non russes, contournant ainsi l'influence de Moscou. Les acheteurs asiatiques ont conclu des contrats de gaz naturel liquéfié à long terme, avec des fournisseurs tels que le Qatar, l'Australie et les États-Unis. Le Japon et la Corée du Sud
ont accru leurs investissements dans les terminaux gaz naturels liquéfiés, tandis que l'Inde négocie des accords pluriannuels avec des pays du Golfe. Ces flux ont réduit la marge de manœuvre de Moscou. Le gaz ne constitue plus qu'une faible part des contrats signés après 2022. La suprématie russe sur certains métaux diminue aussi. Les métaux russes représentaient environ 40% du palladium mondial et près de 9% du nickel de haute qualité en 2021. Mais les mineurs au Canada, en Australie et en Indonésie ont depuis augmenté leur production. Les programmes de recyclage aux États-Unis et au Japon récupèrent désormais davantage de palladium des pots catalytiques. Pour le nickel, les fonderies indonésiennes, liées aux investissements chinois, prennent rapidement le relais. Les engrais russes ont suivi une trajectoire similaire. La Russie, premier exportateur d'engrais azotés, a vu les prix s'envoler en 2022 à cause des sanctions et restrictions. Mais la production dans de nombreux pays du monde s'est développée pour combler le vide, avec des pays comme le Brésil, investissant dans des usines d'engrais nationales. Même de grands clients comme la Chine et l'Inde, qui achètent encore pétrole et charbon russe à prix réduit, restent prudents. La Chine investit des milliards dans des champs pétroliers comme Daking et à l'étranger. Elle accélère le déploiement de ses énergies renouvelables, avec des installations éoliennes et solaires atteignant des records. L'Inde a signé des accords avec des entreprises en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour diversifier ses importations de pétrole brut. Elle œuvre aussi à l'autosuffisance en engrais via des programmes nationaux. Les sanctions ont accentué la tendance du marché vers une économie mondiale excluant la Russie. Peu après l'invasion de l'Ukraine, plusieurs pays ont gelé les transactions, limitant fortement l'accès de la Banque centrale russe à ses réserves étrangères. Les principaux prêteurs ont été interdits pour de compensation des transactions $-euro, tandis que les banques russes ont perdu l'accès à plusieurs systèmes de gestion monétaire. Les contrôles à l'exportation ont touché l'aviation, la technologie et le maritime. Visa, Mastercard, Microsoft, Apple et de nombreuses marques mondiales ont quitté volontairement la Russie. En mars 2022, les États-Unis ont interdit les importations d'énergie russe, tandis que le Royaume-Uni a éliminé progressivement le pétrole russe d'ici fin 2022. Même des pays neutres, comme la Suisse, ont rejoint pour la première fois depuis des décennies les sanctions occidentales, et Singapour a imposé ses premières sanctions unilatérales depuis 40 ans. Mais les sanctions mondiales n'étaient pas les seules pénalités économiques auxquelles la Russie a dû faire face. Les entreprises privées se sont massivement désengagées. British Petroleum Shell et ExxonMobil ont cédé des participations énergétiques valant plusieurs milliards de dollars. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi et IKEA ont fermé, et la Fédération internationale féline a interdit aux chats russes de concourir. Ces forces ont limité la capacité de la Russie à fixer les prix ou menacer l'approvisionnement. Les pays peuvent désormais obtenir énergie et matières premières auprès de divers fournisseurs. Même quand Moscou vend à des partenaires asiatiques, c'est avec de fortes remises. Le monde est passé de la dépendance au choix. Avant, une perturbation en Sibérie faisait bondir les prix des engrais ou du nickel. Désormais, les négociants se couvrent avec des cargaisons du Chili, d'Indonésie ou de la côte du Golfe des États-Unis. Pour la plupart du monde, l'époque où les ressources russes et accordéantes étaient essentielles disparaît vite. Tout cela est une mauvaise nouvelle pour la Russie, surtout alors que son économie de guerre commence à ralentir. Le passage de Moscou à la production de guerre a brièvement stimulé la croissance, mais cet essor s'estompe et les perspectives baissent. Après son invasion de l'Ukraine, la Russie a réorienté une grande partie de son appareil économique pour soutenir son effort de guerre. En 2023, le produit intérieur brut a augmenté de 4,1%, puis a encore progressé en 2024, porté par les dépenses militaires, un marché du travail tendu et des prix élevés des matières premières. Les recettes publiques ont augmenté, et la consommation privée a été stimulée par les paiements de guerre et la hausse des salaires réels. À la mi-2023, les signaux d'alerte étaient au rouge. Les secteurs en dehors de l'économie de guerre, comme le commerce, les loisirs, l'immobilier et l'exploitation minière, ont commencé à accuser un net retard. L'inflation a augmenté, la demande intérieure a progressé inégalement, et la Russie a subi des pénuries de main-d'œuvre, des problèmes d'infrastructure et des rendements décroissants malgré de forts investissements militaires. En 2025, la bulle de l'économie de guerre a éclaté. Le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision de croissance russe à moins de 1%. Les chiffres trimestriels confirment le ralentissement. L'inflation élevée, impactant fortement familles et entreprises non militaires. Pour l'endiguer, Moscou a relevé les taux d'intérêt de 16% en 2023 à 21% en 2024, limitant le crédit et l'investissement civil. La main-d'œuvre est un point de tension majeur.
Le chômage est à un niveau historiquement bas, mais cela ne veut pas dire qu'il y a assez de personnes au bon poste. La Russie subit des pénuries de main-d'œuvre, baisse de la population active, nombreux enrôlements militaires et fuite de migrants ou travailleurs qualifiés. Cela érode à la fois l'offre de main-d'œuvre et l'assiette fiscale, surtout en dehors des grandes villes. Les dépenses de guerre nécessitent aussi un financement. En 2024, les dépenses de défense russes ont atteint un niveau inédit depuis l'ère soviétique, absorbant une grande part du budget. Mais les revenus du pétrole, gaz et métaux sont plus volatiles que jamais. Avec la baisse des prix de l'énergie et la réduction des routes d'exportation, les termes de l'échange se sont détériorés. L'endettement public progresse aussi. En 2025, la Russie a réduit ses prévisions de croissance en raison des taux d'intérêt élevés, qui ont ralenti l'investissement privé. Les déficits budgétaires augmentent et le service de la dette représente désormais une part plus importante des recettes de l'État. L'émission d'obligations nationales reste l'un des seuls moyens de financer la guerre, l'accès aux marchés internationaux étant limité. Alors que l'armée 1 et les industries de défense sont prioritaires, les secteurs civils déclinent rapidement. L'immobilier, le développement, le commerce et les services comme l'hôtellerie et les loisirs ont fortement ralenti. L'investissement dans les biens de consommation et les infrastructures hors besoins militaires diminue. Les ménages subissent la pression de l'inflation qui réduit leur pouvoir d'achat, tandis que les biens, notamment technologiques importés et de luxe, deviennent plus rares. En 2024, les hausses de salaires réels ont surtout touché les travailleurs des chaînes d'approvisionnement militaires ou liées au soutien de la guerre. Les autres travailleurs ont vu leur situation stagner ou baisser. Tous ces éléments indiquent maintenant un risque réel de récession. Les économistes préviennent qu'à moins d'un assouplissement monétaire et d'une baisse des coûts d'emprunt, l'économie pourrait se contracter davantage. Les prévisions de croissance pour 2025 sont d'environ 15%, mais certains analystes anticipent une stagnation ou légère baisse si les pressions extérieures augmentent. Si les dépenses militaires continuent de dominer les priorités budgétaires, alors des compromis seront inévitables. Moscou devra soit détourner des fonds de la guerre, soit laisser empirer la souffrance civile et le déclin économique. Si l'on se fie aux politiques passées de Poutine, il n'hésite pas à faire souffrir le peuple russe pour atteindre ses objectifs. Voici à quoi pourrait ressembler une économie mondiale sans la Russie. L'isolement de la Russie a profité aux pays exportateurs d'énergie et de minéraux. Les énergies renouvelables, réduisant la demande de combustibles fossiles. Les chaînes d'approvisionnement pour métaux, engrais et céréales offrent aujourd'hui bien plus d'options qu'il y a 10 ans. Cela signifie que les fluctuations de prix déclenchées par les choix politiques de Moscou ont beaucoup moins d'impact sur les marchés mondiaux. Un continent autrefois soumis au Kremlin peut maintenant ignorer les menaces économiques d'un dictateur. Pour l'économie mondiale, cette transition a deux effets majeurs. Le premier concerne le levier d'influence. Les points d'étranglement des ressources, comme ceux que la Russie contrôlait autrefois, comptent moins. Le pouvoir va aux pays maîtrisant capital, technologie, transport maritime et finances. La résilience du marché progresse. Les acheteurs contournent les perturbations et les prix intègrent divers risques, non plus une seule source. La relation énergétique transatlantique, avec les États-Unis devenus fournisseurs majeurs de pétrole et gaz naturel liquéfié, marque un changement structurel diminuant durablement la valeur de l'énergie russe. Cette reconfiguration mondiale réduit fortement les options de la Russie. La demande pour ses exportations baisse, et ses revenus énergétiques sont plus faibles et instables. Avec la diversification des marchés, les producteurs russes vendent davantage à prix réduit, ou à un cercle d'acheteurs restreint. Les taxes nationales, les prélèvements et l'isolement financier réduisent les marges des entreprises, aggravées par les lacunes technologiques. Les sanctions occidentales continuent de bloquer l'accès au capital international, aux équipements haut de gamme et même à l'assurance pour le transport de cargaisons à risque. Le commerce peut passer par la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. Mais ce n'est qu'un petit pansement sur un gros problème pour la Russie. Les analystes estiment que l'économie russe est plus faible qu'indiqué officiellement, les sanctions limitant sa modernisation industrielle et le financement du commerce. La démographie assombrit l'avenir de la Russie. Les problèmes de longue date liés au vieillissement et à la faible natalité sont désormais amplifiés par l'immigration et la mobilisation, créant ainsi un vivier de travailleurs qualifiés en diminution. Cela fera augmenter les coûts de la main-d'œuvre dans les industries civiles et limitera la capacité du pays à passer d'un modèle d'exportation de ressources à une économie basée sur la technologie ou les services. Cela réduit les options politiques pour Moscou. 3 scénarios majeurs se profilent pour la Russie. Le scénario le plus probable est une lente progression vers un isolement accru.
Les sanctions restent fermes, le financement et les importations occidentaux demeurent interdits, et les dépenses militaires évinceraient les investissements civils. La croissance pourrait stagner, voire basculer vers une légère contraction. Si cette tendance continue, l'économie russe rétrécira et la productivité restera faible. Le pays dépend de plus en plus d'un cercle restreint de partenaires, et les Russes ordinaires voient leurs revenus réels diminuer. Une autre option serait que Moscou développe ses échanges avec la Chine, l'Inde, la Turquie, les Émirats arabes unis et d'autres partenaires non occidentaux. Cela stabiliserait la production et éviterait une récession, mais avec des prix plus bas, moins d'investissements et une dépendance accrue à ses partenaires. L'avenir le plus ambitieux, mais improbable, de la Russie serait une réintégration stratégique avec les marchés occidentaux. Cela exigerait d'importantes réformes politiques et économiques, et des mesures crédibles pour la désescalade. C'est le scénario le plus difficile à envisager, mais il pourrait aussi relancer l'économie russe et réorienter la croissance des dépenses de guerre. Si l'influence russe baisse, les gagnants sont clairs. Les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie capteront une part accrue des flux mondiaux d'énergie et de matières premières. Les marchés seront plus flexibles et variés, et l'influence passera davantage par des réseaux autrefois éclipsés par les vastes réserves énergétiques et minérales russes. Cela ne veut pas dire que la Russie disparaît. Elle reste une grande puissance régionale avec un vaste arsenal et d'importantes richesses et en ressources. Mais l'époque où une seule décision prise au Kremlin pouvait faire flamber les prix mondiaux et affoler les marchés financiers est révolue. L'Europe a fortement réduit sa dépendance au gaz russe. Les marchés mondiaux ont trouvé de nouveaux fournisseurs pour le pétrole, les métaux et les engrais, et les sanctions ont largement limité la portée financière de Moscou. L'économie de guerre subit l'inflation, le manque de main-d'œuvre et la chute des revenus, avec une croissance du produit intérieur brut qui ralentit. À l'avenir, l'économie mondiale favorisera la flexibilité et la coopération plutôt que la domination par les ressources. La Russie fait face à un choix. Si elle ne parvient pas à dépasser la militarisation et les exportations à prix réduits, alors son avenir ne consistera pas à fixer les prix mondiaux. Il faudra simplement lutter pour conserver une place dans un monde qui n'en veut plus. L'économie mondiale n'a peut-être plus besoin de la Russie, mais ce pays réserve encore des surprises. Regardez 50 faits incroyables sur la Russie que vous ne connaissiez pas, pour découvrir les vérités choquantes cachées derrière les gros titres, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.